Alors, je voudrais maintenant présenter Madame Kathleen Durocher, dont la conférence s'intitule « Pour sortir les allumetières de l'ombre, conditions de travail et de vie des allumetières à la EB&D Match de Hull, 1854 à 1928 ». Kathleen Durocher est détentrice d'une maîtrise en histoire de l'Université d'Ottawa. Dans ses recherches, elle s'intéresse principalement à la condition de la classe ouvrière ulloise, à la place des femmes dans celle-ci, ainsi qu'à l'activisme féminin dans la cité québécoise. Présentement, ses recherches portent davantage sur la question des accidents de travail et des intoxications en milieu industriel. Dans le cadre de sa thèse, elle s'est intéressée au cas des allumetières travaillant à la EB&D de Hull entre 1854 et 1928. Grâce à cette étude de cas, elle offre une explication au militantisme visiblement soudain des travailleuses de l'allumette dans l'entre-deux-guerres. Madame Durocher? Bonjour, tout d'abord, j'aimerais pouvoir remercier les organisateurs, organisatrices de cette journée. C'est vraiment plaisant de pouvoir y participer en personne, évidemment, devant quand même une bonne salle. Un résultat de recherche qui fait quand même, ça fait tout de même presque 2 ans que j'ai terminé, mais que je poursuis tout de même avec mon doctorat dans une autre optique. Donc, un petit peu l'égo-histoire pour commencer. Pourquoi je me suis intéressée aux allumetières de la EB&D de Hull à l'automne 2016, donc il y a quand même un bon moment, puis encore aujourd'hui. Pourquoi étudier le passé de ces femmes à l'emploi du plus grand fabricant au Canada, bien connu, surtout depuis 2007, j'en dirai pas plus, mais peu étudié. Surtout présentes dans la mémoire collective pour leur activisme syndical, les allumetières m'intriguaient. Je souhaitais comprendre ce moment fort dans l'histoire régionale et syndicale, mais plus encore, je voulais, peut-être un peu naïvement, découvrir les noms, qui ils étaient, leurs conditions de travail, bien évidemment, mais aussi leur quotidien à l'usine et leur place au sein de la classe populaire à Hull. Ensuite est venue la question de savoir comment les étudier. Grâce au recensement, l'une, sinon la seule trace de leur existence de ces travailleuses comme individus, mais aussi en fouillant dans les archives gouvernementales, les fonds privés, les archives associatives, les journaux et offraient tous quelques éléments de réponse, ou du moins quelques pistes de réflexion. Ce bref exposé, reprenant les résultats de mes recherches, se décline en 3 temps. Un survol de nature socio-démographique, un aperçu des conditions de travail et finalement l'activisme syndical des allumetières entre 1918 et 1928. Ainsi, serait-il possible, enfin j'espère, de mieux saisir les différents enjeux que mettent en lumière l'histoire de ces ouvrières et de réfléchir à leur rapport à l'histoire locale et au présent. D'emblée, débuter une recherche sur les allumetières me confrontait à 2 stéréotypes récurrents, la grande militante, telle Donald Charon, ou la petite victime, souvent illustrée sous les traits de la petite fille aux allumettes. Mais dans les faits, qui sont ces travailleuses, ces jeunes ouvrières issues des classes populaires de Hull? Qui sont celles qui ont participé à cette industrie phare de l'identité ulloise et à la croissance économique de la région? Bien que les résultats proviennent de données imparfaites, des centaines d'allumetières étant invisibles dans les recensements, il est possible d'illustrer une allumetière typique, canadienne-française, catholique, âgée de 17 ans. On peut compter sur une main le nombre de travailleuses irlandaises ou franco-américaines. Elles sont toutes catholiques et la vaste majorité des allumetières ont entre 16 et 19 ans, quoique quelques-unes s'avèrent plus vieilles et un bon nombre d'entre elles sont plus jeunes. À l'exception de quelques veuves et une mère séparée, elles sont toutes célibataires. Cela dit, certaines allumetières se démarquent par leur âge avancé. Âge avancé ici étant 20 à 35 ans. Celles qu'on identifie comme vieilles filles âgées de plus de 25 ans. Ce sont elles, pour la plupart, qui occupent le poste particulier de contremaîtresse. Ces femmes qui supervisent aussi bien la cadence et la qualité du travail que la bonne conduite des employés. Mais où vivent ces jeunes travailleuses et surtout, dans quelles conditions vivent-elles? Sans surprise, elles demeurent toutes dans les quartiers ouvriers de la ville de Hull qu'on voit illustrés sur la carte.
À quelques exceptions près, évidemment, quelques-unes demeurent à Val-Tétro, d'autres à Wrightville, alors que ces proto-banlieues se développent dans les années 1910 et 1920. Elles résident dans ces maisons de bois qu'on voit illustrées, qui bordent chaque rue de Hull. Certaines ont 2 étages, d'autres en ont un seul. Ces maisons, qui étaient conçues afin d'être confortables pour une famille de 4 à 5 personnes, comparativement aux appartements surpeuplés de Montréal et de Québec, habitent dans les faits des ménages de 7, 8, 9, 10 personnes, souvent plus. Ne sont pas rares les foyers multigénérationnels ou polynucléaires. Il n'en est pas plus inhabituel de retrouver une résidence secondaire sur le même terrain, les fameuses maisons de fond de cour. Nombreuses sont les habitations où demeurent plusieurs logeuses et logeurs, d'autres ménages ayant souvent la tête d'une veuve résident plutôt dans de petits appartements au-dessus de commerces. Cela va sans dire, la proximité des corps et les pauvres installations sanitaires de la ville font de ces quartiers ouvriers un terreau fertile propice aux éclosions de maladies et à la mortalité infantile, toujours très importante, même dans les années 1920. Dans ces quartiers ouvriers, particulièrement dans le A3, qu'on voit le haut, autour des rues Leduc, Frontenac, Papineau et Saint-Rédempteur, on trouve des dizaines de maisons où habitent une ou plusieurs allumettières. Alors que 40% des allumettières identifiées ont un parent direct travaillant au même endroit, des liens de parenté et de voisinage unissent les travailleuses à la aidée. Ces liens peuvent à la fois être rassurants, mais aussi embêtants pour ces jeunes travailleuses qui souhaitent un peu de liberté et s'échapper de la supervision parentale ou des voisins. Maintenant que nous savons un peu plus sur qui elles sont, ces fameuses allumettières, abordons le travail. Déjà, une brève description du procédé de fabrication des allumettes peut être éclairante. Dans un premier temps, les petits bâtons de bois, qui est à peu près gros comme ça, sont coupés à partir de retailles des scieries de la ABAD. Le bout est trempé dans une mixture inflammable. Une fois enduites de cette pâte composée de soufre, de colle, de potasse et de phosphore, elles sont entreposées dans une grande salle pour être séchées. Jusque-là, toutes les opérations sont faites par des hommes assistés par des adolescents ou des garçons. Ces opérations masculines sont mécanisées très rapidement durant la période. De plus en plus, les allumetiers deviennent davantage des superviseurs de machines et des mécaniciens. Cette machinerie, de plus en plus sophistiquée, permet à la fois de standardiser et d'accélérer la production. Maintenant, les allumettes prêtes, elles sont amenées par des systèmes à courroie jusqu'au poste de la mise en boîte. Dans cette grande salle, entre 100 et 200 femmes et enfants s'affairent à les mettre en boîte. Elles en saisissent une poignée, les mettent dans une boîte, ferment la boîte et recommencent comme ça durant toute la journée. Contrairement à celui des hommes, leur travail demeure manuel et ce jusqu'à l'arrêt des opérations en 1928. Le travail d'allumetière, considéré comme non qualifié, comme tout travail féminin à l'époque, demande pourtant certaines habiletés, rapidité, dextérité, prudence et concentration. À ce moment, et souvent encore aujourd'hui, des qualités dites féminines ou qualifiées de naturelles pour les femmes. Toutes ces étapes se font dans un complexe industriel où les opérations sont clairement divisées par des murs, on le voit sur l'image, dès les années 1870, où des espaces sont strictement réservés aux hommes et d'autres strictement réservés aux femmes. Les justifications peuvent être tout d'abord d'ordre moral. La cohabitation des jeunes femmes et d'hommes est la source de nombreuses inquiétudes. Mais les raisons peuvent également être de nature sanitaire. Les opérations masculines sont vues comme plus à risque, plus dangereuses. Cette division genrée des tâches et de l'espace servent, du moins dans leurs intentions, à protéger la santé féminine, plus spécifiquement la santé reproductive de celles qu'on voit ultimement comme futures mères. Ce qui rend réellement révolutionnaire et indispensable les allumettes dès les années 1830, au Canada comme ailleurs, c'est l'usage du phosphore blanc. C'est grâce à cet élément chimique, le petit bout de bois s'enflamme par une simple friction sur un objet moindrement rugueux à l'époque où l'électrification est encore bien loin. Or, cette substance s'avère hautement toxique. Ses conséquences sur la santé sont connues et bien documentée dès les années 1840. Une alternative sécuritaire, le phosphore rouge qu'on utilise aujourd'hui, est développée depuis au moins les années 1860.
Et pourtant, il faut attendre le tournant du siècle pour que plusieurs États décident de bannir son usage dans la production d'allumettes. Par exemple, la France et la Suisse en 1891, les Pays-Bas et l'Allemagne en 1901-1903, le Luxembourg, l'Italie, la Grande-Bretagne et d'autres suivront. Le Canada s'avérera l'un des derniers pays parmi les pays occidentaux à l'interdire en 1914. Les effets sont pourtant documentés à l'AEDI et on réalise bien que mettre en place des mesures limitant l'exposition échoue à éradiquer ces dangers. Ce n'est qu'en réponse à une pression internationale que le Canada agira, dans un premier temps, sous l'impulsion de William Lyon Mackenzie King, à l'époque ministre du Travail. Toutefois, son projet de loi sera considéré comme anticonstitutionnel par l'opposition et échouera. Il faudra attendre 1914, alors que l'inaction n'est plus défendable, qu'une loi sera votée et mise en place dans les années subséquentes. Mais qu'est-ce que cet effet du phosphore blanc sur les travailleuses et les travailleurs? Plutôt qu'offrir un résumé des savoirs médicaux, de présenter un corps malade anonyme, je vous propose un cas précis, une allumetière rencontrée par le ministre King alors qu'il cherchait à documenter les effets du poison. Azir Deschaines devient allumetière en 1887 à l'âge de 23 ans, comme sa mère avant elle. Elle travaille en compagnie de sa sœur aînée, Rose, qui travaille depuis l'âge de 13 ans. Après 10 ans à l'emploi, Azir commence à ressentir des douleurs à ses dents et à sa mâchoire. Malgré tout, elle reste en poste. 8 ans plus tard, les douleurs sont aggravées. 2 ans plus tard, elle doit quitter grandement souffrante. Ses dents commencent à se détacher, elles sont alors toutes retirées. Mais ce n'est pas suffisant. Les vapeurs phosphorées ont infiltré l'os de sa mâchoire du bas et du haut. Le bas et le haut de la mâchoire. Les vapeurs phosphorées, on lui retire les deux mâchoires après que des morceaux nécrosés se soient fracturés et détachés d'eux-mêmes. Pendant ces 4 années, selon les notes de King, elle souffrait tant qu'elle en avait perdu la raison. En 1910, lorsque le ministre la rencontre, Azir est défigurée, toujours en douleur et affaiblie, elle qui ne peut manger de nourriture solide sans ses mâchoires. Elle a également un trou sous le menton qui rend difficile le simple fait de boire et de parler. Azir, bien qu'elle ignore la cause de son mal, se remémore plusieurs travailleuses mortes d'empoisonnement, dont sa propre mère. Lors de sa rencontre avec King, cette victime de nécrose maxillaire réside seule avec sa sœur Rose, qui travaille toujours à la fabrique d'allumettes, dans un petit appartement d'une pièce sur la rue de l'Or. Jamais elle ne sera compensée, jamais la compagnie ne sera blâmée. Rose meurt en 1918, Azir en 1933, à l'âge de 69 ans, après 40 ans de souffrance. Comme vous l'aurez compris, le travail d'allumetière comporte son lot de risques pour leur santé, mais même après la disparition du phosphore blanc, les dangers demeurent. Les brûlures sont fréquentes, qu'il s'agisse de bouts de doigts ou de mèches de cheveux calcinées. Les machines qui envahissent l'espace de travail sont source de plusieurs accidents. La chaleur pèse, l'air est lourd et nauséabond, empestant le souffle. Le travail est fatigant, répétitif, aliénant, alors qu'elle emboîte des milliers d'allumettes par jour, 8 à 9 heures par jour, et ce, 6 à 7 jours par semaine. En 1907, la loi sur l'observation du dimanche est adoptée, exigeant aux industries ce jour de repos. Or, l'AEDI a la réputation d'en faire fi. Ce nombreuses heures de travail à l'usine, il faut ajouter l'aide aux tâches ménagères et le travail à la maison. Les allumetières amènent chez elles des boîtes qu'elles assemblent afin de gagner quelques sous supplémentaires. Toute leur famille les aide, se rassemblent autour de la table pour fabriquer les boîtes. Le système va être aboli, mais par contre, ça exige aussi le retrait de ce revenu supplémentaire qui était souvent essentiel. Exception faite de la disparition du phosphore blanc, les conditions de travail des allumetières n'évoluent que peu. Quelques améliorations sont apportées à l'usine, l'installation de gicleurs, de ventilateurs plus efficaces, mais sans plus. Boudées par les tentatives syndicales, jusque-là, les allumetières se trouvent sans moyens pour négocier contre l'employeur le plus puissant de la ville. Des années 1910, une association ouvrière catholique est mise en place progressivement. En 1918, si on croit le Codex Historicus des Oblats de Marie-Immaculée, des ouvrières de la ville demandent d'être organisées comme leurs collègues masculins. Rapidement, le nombre de membres va augmenter pour atteindre jusqu'à 400 ouvrières.
Si les syndicats regroupés sous cette association sont dirigés par un exécutif féminin, ils demeurent sous supervision de l'association masculine et des Oblats, grands responsables des œuvres catholiques dans la région. En 1919, peu de temps après qu'un syndicat propre aux faiseuses d'allumettes, comme on les appelait, soit créé, la compagnie décide de changer l'organisation du travail ainsi que les horaires, un choix auquel s'opposent les travailleurs. Il y aura une grève au mois de décembre qui ne durera que 3 jours. Pourquoi la compagnie va décider de compromettre et d'accepter certaines demandes du syndicat et des travailleuses? Pourquoi elle cède si rapidement? Possiblement parce qu'elle est prise au dépourvu, mais plus possiblement en raison du contexte général de l'année. On peut penser à la grève générale de Winnipeg où la classe ouvrière est balayée par un vent de mécontentement. La victoire féminine du syndicat des allumettières va vraiment faire le tour de la province du Québec et va être utilisée comme exemple de succès pendant les années qui suivent. En 1924, dès septembre, les problèmes réapparaissent. Je ne vous referai pas toute l'histoire puisqu'elle est un peu plus connue, mais les allumettières se mettront en grève dans un premier temps contre une coupure de salaire de 40 %, puis face à une décision de la compagnie de renvoyer les contremaîtresses car elles étaient trop impliquées dans le syndicat. On souhaite les remplacer par des hommes, ce qui va créer un grand sentiment de colère face aux dangers moraux auxquels seraient exposés les allumettières si cela venait à être. Les allumettières vont lutter tout le mois d'octobre. Une entente va être signée, mais elle ne sera pas respectée en novembre. Le combat reprend, mais la grève bat de l'aile. Les allumettières retournent au travail à la fin décembre et c'est l'échec de leur grève. Les contremaîtresses sont renvoyées pour la plupart, sont remplacées par des femmes, mais qui ne s'impliqueront pas dans le syndicat. Ces 2 grèves vont avoir des impacts à court terme. Certains vont la blâmer pour le départ de la ABAD quelques années plus tard, en 1923, mais sinon, à plus long terme, la grève a marqué notre mémoire, nous rappelant ces luttes difficiles du passé. Plus encore, elles ont permis aux allumettières de ne pas complètement tomber dans l'oubli au fil des décennies. Donc, pour conclure, comment expliquer ce militantisme soudain, dynamique, bien que bref? À mon sens, ces travailleuses, boudées jusque-là par les efforts syndicaux, ont vu cette nouvelle organisation comme un espace où elles ne sont pas l'autre, l'anomalie, l'étrangère, dans un monde ouvrier qu'on croit comme masculin. Et alors, sont-elles militantes ou petites filles aux allumettes, organisées par des hommes? Plus plausiblement, ce sont des adolescentes et des jeunes femmes qui voient l'occasion d'exprimer leur frustration et leur chance d'avoir un mot à dire sur leurs conditions précaires, un sentiment d'agentivité, un désir d'aventure et d'échappement face à la morosité du quotidien. Qu'on les voit comme des femmes syndiquées ou des filles exploitées, elles n'en demeurent pas moins des actrices de leur histoire et de l'histoire. Longtemps cachées dans l'ombre des grands bâtisseurs, elles sont maintenant des figures marquantes de notre mémoire collective. Merci.